Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'animer cette session. Donc, je suis El Mouhoud, je suis professeur d'économie et président de l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes. Très heureux d'animer cette session sur l'innovation et la société, au service de la société. Alors, hier, dans son discours d'ouverture, Jean Hervé disait, en ouvrant ces rencontres, pour plaisanter à propos de l'intitulé de ces rencontres, réussir les transformations du monde ou transformer les réussites du monde. Et je trouve que finalement, il le disait en plaisantant, mais c'est une bonne question de pouvoir opérer ce chiasme. Je prends au mot pour intituler notre session plutôt peut-on réussir les innovations pour la société? Peut-on les réussir et peut-on les transformer? Alors de quoi on parle exactement? On parle des innovations liées à l'intelligence artificielle, à la révolution numérique dans laquelle nous sommes pleinement rentrés. Et pas seulement, hein, mais également des innovations sociales, on va en parler, et des problématiques de diversité, d'inclusion, qui vont de pair avec les innovations technologiques. S'agissant de l'intelligence artificielle, par exemple, qui est quand même au cœur de cette révolution numérique, il faut distinguer, pour commencer, l'IA pour le monde cyber et le modèle économique qui va avec, et l'IA dans la vraie vie, hein, l'IA dans l'industrie, avec un pouvoir transformationnel profond. L'automatisation des processus est en marche et va s'accélérer de manière inéluctable. Alors les questions qui se posent, elles sont de trois ordres. La première que je poserai à nos intervenants, et je vais vous les présenter dans un instant, quels sont les effets des innovations technologiques, les innovations liées au numérique en particulier, et quels sont les enjeux en termes d'inclusion dans leur secteur. Voilà. Et donc, pour avoir une appréciation concrète de ces innovations. Quels sont les obstacles, deuxième question, liés à l'environnement institutionnel et aux perceptions quant à l'impact de ces technologies de rupture? Et puis, je leur poserai une troisième question, qui est quelles sont les solutions qu'ils envisagent, de leur point de vue, pour que les innovations réussissent, hein, pour reprendre la terminologie initiale. Alors, s'agissant des effets, juste pour introduire un peu le panorama, mais sans être exhaustif, parce que je pense que les interventions que vous allez avoir sont très précises, très intéressantes, et elles pourront être de nature à informer davantage les personnes qui sont dans la salle. Alors on parle de machine learning, de big data, d'internet des objets, d'architecture basée sur le cloud, les technologies de l'information, de GPU, de réseaux neuronaux, etc. Et pour maîtriser les effets de l'intelligence artificielle, comme toute technologie de rupture, et en particulier celle qui accède au statut de technologie à usage général, il faut agir en amont, c'est-à-dire à l'origine de la création des algorithmes et des modèles économiques sous-jacents. Donc il faut investir évidemment dans la recherche et les cerveaux, mais il faut aussi agir en aval sur les impacts, sur les effets. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la question des innovations sociales, organisationnelles, sont fondamentales à prendre en compte parallèlement. La maîtrise technique et scientifique est bonne chez les GAFAM. On a un représentant des GAFAM ici, bientôt les BATX, comme on va les appeler. Et simplement, il existe un paradoxe apparent. En fait, les algorithmes à l'efficacité redoutable, bien que trouvant des origines dans les laboratoires de recherche, sont développés par des groupes privés, hein, des groupes industriels, et qui posent des problématiques de relation avec le monde sociétal, avec la démocratie. La maîtrise technique, donc, elle est évidemment quelque chose d'acquis, mais s'ajoute à cela des possibilités de monopole sur les données personnelles en masse et un investissement qui peut être vertigineux en puissance de calcul. Il y a donc un modèle économique qui permet à ces entreprises de prospérer et l'économie de l'attention est au cœur de leur développement. Quelques exemples des effets de l'IA qui sont discutés. 75% de la consommation de Netflix est tirée par les Deep Learning Algorithmic Recommendations, des recommandations algorithmiques à haute intensité d'apprentissage profonde. Les robots Kiva, par exemple, permettent à Amazon de doubler sa productivité. Et dans les 10 prochaines années,
Près de la moitié des emplois aux États-Unis sont à haut risque d'être automatisés, près des 2 tiers en Chine, mais en même temps, 25 millions d'emplois seront créés, toujours aux États-Unis, pour construire les infrastructures virtuelles. Donc les effets ne sont combinés, ne sont pas à jeu à somme nulle, il y a des possibilités de création de richesse, mais n'empêche que se pose un problème d'impact. La loi de Baumol, que les économistes adorent, qui a longtemps prévalu pour distinguer l'industrie des services, est-elle en train de disparaître? La productivité dans les services était beaucoup plus faible que dans l'industrie, ce qui a permis de développer des emplois de serviciels. Mais aujourd'hui, n'y a-t-il pas un retournement avec ces effets de productivité incroyables dans les services? Il y a des problématiques de santé numérique, d'incroyables progrès pour prévenir et prédire les maladies. Donc les effets sociétaux de ces technologies de rupture sont énormes. Et puis il y a des problématiques de relocalisation, de recomposition des chaînes de valeur que vous connaissez aussi et qui sont les effets de cela. Mais s'agissant des obstacles, on peut se demander si ce modèle est soutenable. On peut questionner fortement ce risque de soutenabilité. Il y aura évidemment beaucoup de demandes d'emploi qui vont être excédentaires en data scientist par exemple, mais il y a 4 ou 5 enjeux majeurs qui vont se poser à la société. D'abord les enjeux écologiques qui vont être déterminants dans les modèles économiques futurs. Il se trouve que les algorithmes de l'IA à base de réseaux neuronaux sont très consommateurs d'énergie. Il y a aussi la législation sur les données personnelles, et l'on peut miser sur un réveil des consciences de la nouvelle génération. Il y a la grande démission des jeunes qui ont une aversion à l'effet lié au changement climatique. On a vu l'expression des jeunes diplômés de l'agro appelés à déserter. Il y a aussi un pari, dans une dizaine d'années, le modèle économique sous-jacent du géant du web risque de s'étioler. Et il y a donc des questions de biais, de discrimination, d'exclusion. On les verra tout à l'heure avec Angélique en particulier. Est-ce qu'une intelligence artificielle sans femme est-elle porteuse d'avenir ? Voilà pour ce qui concerne les effets et les enjeux, quelques-uns des enjeux de ces technologies de rupture. Et la question qui se pose enfin, c'est comment transformer les réussites, les rendre acceptables, permettre leurs effets positifs sur la société. Et pour répondre à tous ces enjeux, il faut mettre en place des programmes de recherche interdisciplinaires qui promeuvent des modes d'interaction radicalement nouveaux entre les disciplines. C'est ce que nous essayons de faire à Dauphine, mais je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais les solutions viendront plutôt de la part de nos intervenants. Et je vais tout de suite leur laisser la parole. Alors je vais reprendre la première question sur les effets et poser la question dans l'ordre des interventions qui sont sur le programme à Sylvie Duranton, qui est directeur de Boston Consulting Group Gamma, qui va devenir bientôt BCG X, je crois. On va voir pourquoi, tu vas nous le dire peut-être. Et ensuite à Adam Cohen, qui est directeur de la politique économique chez Google, à Vincent Rouex, qui est président directeur général d'Inetum, il va nous dire aussi comment il voit les choses, et puis Angélique Gérard, présidente de SIS TEM ISC, qui nous dira exactement, systémique, voilà, et nous dira exactement pourquoi pour elle les innovations sociales sont tout à fait primordiales. Sylvain, vous avez la parole, tu as la parole. Merci. Donc sur les effets de l'IA, ce qu'on voit, l'innovation, c'est un sujet majeur aujourd'hui. L'innovation, c'est le casse-tête de tous les dirigeants dans un monde qui bouge extrêmement vite. Et on voit qu'aujourd'hui, l'IA en particulier, les nouvelles technologies, on a des possibilités qui sont quasi infinies. Et d'ailleurs, elles arrivent partout, à tous les étages de l'entreprise, si j'ose dire, dans les moteurs de tarification, dans l'organisation de la maintenance, de la production des usines, des chaînes d'appro, partout. On voit arriver de l'IA avec beaucoup de données. Alors il y a des choses qui sont plus en rupture, un petit peu différentes. Par exemple, en ce moment, avec la crise en Ukraine, beaucoup d'entreprises ont des chaînes d'approvisionnement qui sont complètement percutées, avec des usines qui ferment, des fournisseurs qui ne peuvent plus répondre. Et là, il y a des tours de contrôle avec de l'IA qui, en temps réel, ajustent les commandes, les ordres qui sont envoyés aux usines, les transports. C'est des choses qui ne pourraient pas du tout être faites en temps réel sans IA, et c'est des choses qui arrivent. Au-delà de l'entreprise, il y a de forts enjeux sociétaux, et l'IA peut être une solution pour certains de nos grands défis. L'alimentation, on en parle beaucoup. L'agriculture régénérative aujourd'hui, être capable d'avoir moins d'eau, moins d'engrais, tout en augmentant les rendements agricoles.
être capable, dans certains cas, grâce à l'IA, d'identifier les terres sur lesquelles, si on change la façon dont on cultive, on va arriver à capturer du carbone dans le sol, s'assurer que ce carbone est effectivement capturé, s'assurer que toutes les pratiques sont mises en œuvre dans les champs, avec une partie qui est faite par drone. C'est des choses qui sont possibles aujourd'hui et qui répondent aux défis alimentaires de la planète. La santé, on a tout ce qui est prédictif, tout ce qui est médecine ultra personnalisée dans le choix des traitements. L'éducation est un très vaste champ et il y a des systèmes d'IA qui peuvent accompagner des enfants dans l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, etc. Et bien évidemment, le défi climatique. Le défi climatique, tout le monde l'a en tête, tout le monde s'engage. 85% des dirigeants d'entreprise se saisissent du sujet et en font leur première priorité. Et aujourd'hui, 11% des entreprises seulement déclarent, c'est déclaré, être capables de mesurer leurs émissions. Donc il y a un gap énorme. Et aujourd'hui, l'IA peut permettre d'aider à mieux mesurer et donc à lutter contre le réchauffement climatique. Donc tout ça, c'est très bien. Maintenant, quand je vois l'innovation dans les entreprises auprès desquelles je travaille, je pense que si on est un peu objectif, on peut se dire qu'on fait beaucoup d'incrémental. Chaque année, on a gagné un peu de productivité dans des usines, un peu de services, un peu moins de stock. Et là, sur l'innovation incrémentale, aujourd'hui, je pense qu'on peut se donner collectivement une note de 9 sur 10. Si je regarde l'innovation de rupture, les vraies ruptures radicales qui changent nos vies quotidiennes, je pense qu'on est plutôt à 5 sur 10. Probablement 4 sur 5 dans le monde du numérique et du digital. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, on a des grands représentants du monde du numérique et du digital, et le digital a changé notre vie, le numérique a changé notre vie, l'IA et d'autres techniques ont conduit à des révolutions, le smartphone qui n'existait pas, les réseaux sociaux, plein de choses. Quand je regarde le monde réel, le monde physique, les choses n'ont pas vraiment changé, ou du moins pas à grande échelle. Alors bien sûr, on a tous en tête la grande révolution de la Tesla, incroyable, bravo. Mais aujourd'hui, les trains, les avions, les immeubles, les habits, nos frigidaires, etc. ont finalement peu changé. Alors qu'on a des sommes de technologies disponibles dans les laboratoires qui peuvent être utilisées et qui peuvent radicalement changer notre vie quotidienne. Et pas simplement pour consommer plus, c'est aussi pour consommer mieux, pour réduire nos empreintes environnementales, pour faire beaucoup de choses. Et là, je pense que c'est le grand défi des 10 années qui viennent. C'est se dire... repasser ces innovations dans le monde réel qui a été un petit peu le laisser pour compte. Alors, dans le numérique, on passe au métavers qui va, je ne sais pas comment dire, exponentialiser l'innovation dans le monde que tu appelais le monde cyber. Il y a un gros enjeu dans le monde réel. Et ce monde réel, l'humanité se doit d'y répondre, cette innovation, parce que les défis ne manquent pas. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un tableau, mais les entreprises aussi. Parce que les entreprises qui n'innovent pas, à mon avis, sont réellement menacées de disparition. Et ce n'est pas uniquement Schumpeter, la concurrence, je vais perdre des parts de marché parce que j'innove moins que le voisin. Ça, bien sûr, ça arrive. Mais tu parlais de la grande démission. Je pense que par rapport à la grande démission, et notre Premier ministre annonçait, demandait l'engagement des jeunes aujourd'hui. Et les jeunes qui ne vont pas voter, on espère qu'ils ne vont pas s'abstenir de venir travailler. Et pour recruter aujourd'hui, pour donner un sens au travail des jeunes, des gens, de tout le monde, l'innovation est fondamentale. Et des sociétés, des entreprises qui innovent, elles peuvent recruter parce qu'elles sont innovantes, agiles, réactives, qu'elles proposent un projet. Sylvain, je vais revenir là-dessus dans la deuxième question. Mais je termine. Je pense que les autres, la première pénalité qu'elles auront, c'est qu'elles ne pourront plus recruter. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Adam Cohen, you have the floor. Thank you. And je vais m'adresser à vous en anglais. Voilà, donc je peux m'exprimer plus clairement en anglais et j'espère que ça ira pour tout le monde. Donc, il est tout à fait clair que nos économies et nos sociétés sont en train de se numériser. Je suis venu ici déjà à 8 ans et il y a 8 ans, on parlait de l'économie numérique et donc on commençait à réfléchir à l'économie numérique ici et le reste de l'économie, c'était cette espèce de chose-là bizarre à côté. Ce qui se passe maintenant, c'est que nos économies, nos sociétés sont numériques ou deviennent numériques et ceci vient avec des avantages mais avec quelques questions et inquiétudes importantes auxquelles nous devons réfléchir ensemble.
certains des avantages que nous avons observés, le taux de changement, par exemple, dans nos économies, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise Covid et comment les outils numériques nous ont aidés à maintenir et assurer la résilience de nos économies. On a pu continuer à fonctionner depuis nos domiciles en raison de nouveaux outils numériques. Et on a vu sur une crise de 2 ans le rythme de développement ou d'adoption du numérique dans nos économies. On a vu peut-être 10 ans de numérisation en 2 ans. Donc, bien sûr, c'est un bénéfice pour les citoyens, c'est au bénéfice des citoyens, des consommateurs et des entreprises. Si vous réfléchissez aujourd'hui à une petite entreprise qui a la capacité d'utiliser des outils de calcul sur le cloud, des outils d'intelligence artificielle et des logiciels qui, il y a 20 ans, n'auraient été disponibles qu'à des grandes entreprises avec un fort capital. Donc là, beaucoup de ces avantages sont très bien distribués. Du point de vue des consommateurs, des citoyens, il y a des outils disponibles aujourd'hui qui permettent de faciliter et d'égaliser. Je suis chez Google, a des très bons produits, mais regardez Google Search, par exemple. Et je ne peux pas penser à quelque chose de similaire dans l'histoire de nos économies, de nos sociétés, qui est partagée de façon égale par tout le monde. Toute personne avec une connexion Internet est en mesure d'utiliser cet moteur de recherche très puissant à votre service selon les mêmes termes que l'homme le plus riche du monde. Et c'est vraiment, je pense, un grand avantage et nouveau pour nos économies, nos sociétés. Je pense qu'il y a des choses à considérer en termes de risque, bien entendu, comment est-ce que la technologie sera utilisée au service des gens, comment est-ce que la technologie sera utilisée au service des économies. Je pense que ce sont des choix importants pour nous à faire. Et c'est une conversation avec les entreprises, les citoyens, les gouvernements devront en parler. Merci. To your question. Vincent Rouex. Oui, merci. Écoutez, au risque de répéter, mais je vais le faire brièvement, nous, on est une tour de contrôle qui travaille dans tous les secteurs d'activité et il suffit de se promener depuis hier pour voir que le digital, le numérique va impacter l'ensemble de l'économie, de la société. Moi, je voudrais faire une remarque, pour ne pas répéter ce qui a été dit, sur un sujet important. On parle beaucoup d'IA. Moi, je ferai une grande différence. Aujourd'hui, la promesse de l'IA, c'est avant tout de la destruction, puisque ce qu'on appelle l'IA faible, ça a amené à robotiser, à remplacer, à gagner de la prédictivité, à remplacer l'intervention humaine. Et je crois que c'est un vrai sujet de marque sur lequel on doit faire attention, puisque l'IA forte qui va amener des innovations disruptives avec des nouveaux métiers, avec des nouveaux pans d'activité, avec une nouvelle économie, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui assez peu développés à l'échelle. Donc on voit aujourd'hui, nous, beaucoup depuis 1 an de nos grands clients s'intéresser à ces sujets après avoir traité tous les sujets relatifs aux robots RPA. La bonne nouvelle, c'est que face à la réindustrialisation, il est clair que le digital, la robotisation va être un sujet majeur. Je ne sais pas si on va créer autant d'emplois que ceux qui sont partis, mais en tout cas, la seule façon de reconcevoir nos chaînes de production en les nearshorant ou en les relocalisant, elle s'appuiera bien sûr sur le digital. Et là, je dirais, on va retrouver avec ce bénéfice et avec tous ces sujets de disruption, comment créer de nouvelles molécules. On travaille aujourd'hui sur des sujets dans la santé, on travaille aussi sur d'autres sujets, sur la robotisation, mais non pas pour robotiser, mais pour optimiser les robots et leur fonctionnement avec des réseaux de neurones. Là, on va pouvoir à la fois développer des nouveaux métiers, et ça posera, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, un certain nombre de problèmes de murs, de compétences qui sont aujourd'hui les principaux sujets auxquels on aura à faire face. Mais je crois qu'il faut faire attention aujourd'hui à cette image négative qu'a l'IA, puisque vous allez dans les grands groupes, l'IA c'est avant tout robotisation, destruction d'emplois, productivité, optimisation. Alors que tout un autre pan qui est en train de se créer, en train de se développer, sera lui dans la créativité. Merci beaucoup Vincent. C'est effectivement ça l'enjeu, c'est comment faire apparaître aussi ces effets positifs, alors que les effets négatifs sont visibles à l'œil nu, et c'est des effets de court terme également. Angélique Gérard, alors je vous laisse poursuivre en nous parlant d'innovation sociale plus large. On vient de le dire, la tech et le numérique sont des secteurs intrinsèquement innovants. Et donc, paradoxalement, l'innovation nous impacte peu. C'est plutôt notre rôle de faire en sorte que cela puisse impacter les autres marchés. Aujourd'hui, l'enjeu majeur de ces industries, c'est de ne pas être seulement créatrices d'innovation technologique, mais aussi d'innovation sociale. On en parlait tout à l'heure, et je sais maintenant depuis une petite heure qu'on partage ça ensemble sur cette table ronde, un sujet,
la sous-représentation des femmes dans les secteurs à forte valeur ajoutée, les STEM. Les STEM, sciences, technologies, engineering, mathématiques. Cette sous-représentation des STEM pose deux problèmes. Un problème égalitaire et un problème utilitaire. Un problème égalitaire, bon, on le comprend assez facilement, hein. Il est souhaitable d'avoir un nombre significatif de femmes dans le plus d'industries possible. Un problème utilitaire, car moins il y a de femmes, moins il y a d'innovation. Nous innoverons beaucoup mieux et beaucoup plus si 100% de la population a la capacité de le faire. C'est ma conviction. Nous pourrons avoir un progrès éthique, utile au plus grand nombre, si le plus grand nombre peut se l'approprier. Et évidemment, comme facteur, il n'y a pas que le sexe, il y a aussi celui de l'origine sociale qui est à en prendre à compte. Merci beaucoup, merci. C'est un enjeu central. Et moi qui suis président d'une université qui fait des sciences, des maths, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, mais aussi des sciences de l'homme et de la société, de l'économie, du droit, je suis extrêmement sensible à ce que vous dites. On a une chaire femmes et sciences. On essaye de faire venir les filles dans les matières scientifiques. Elles sont aussi bonnes que les garçons, sinon mieux, mais elles ne viennent pas nécessairement. Je vous raconte juste une anecdote. Nous pensons beaucoup à Dauphine que pour répondre aux besoins du marché du travail, et ça permettra de faire la transition avec la deuxième question, il faut offrir des doubles compétences. Les doubles compétences sont fondamentales pour l'avenir. Tu commençais à les évoquer, Sylvain. Et en ouvrant une double licence intelligence artificielle et sciences des organisations, le nombre de filles admises est de 45% contre 10% en informatique ou en mathématiques tout seul. Donc les filles peuvent être attirées très facilement dans les matières scientifiques si on fait des efforts aussi pour donner du sens à ces technologies. Et on retrouve là, à travers mon exemple, une cristallisation des enjeux qui nous attendent. Alors, en termes d'obstacles à rencontrer, je refais l'ordre inverse. Angélique Gérard, quels sont pour vous les principaux obstacles à ce diagnostic? Alors, je trouve que, et c'est sans doute plus facile d'ailleurs que ce soit moi qui le dise en tant que femme, nous vivons une période de contradiction entre les exigences qui sont demandées à nos entreprises en matière de parité et d'égalité hommes-femmes et les moyens mis en œuvre. Je pense notamment à la réforme du bac de 2018. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à faire voter des lois coercitives pour les entreprises, comme la loi Copé-Zimmermann, à laquelle je suis favorable, si on ne traite pas le problème de la mixité homme-femme à la racine. Autrement, nous serons condamnés à avoir ce qu'on appelle des femmes quotas, ce qui n'est bénéfique pour personne, ni pour les femmes, ni pour les entreprises. Alors c'est un vrai sujet, cette réforme du bac. Aujourd'hui, nos industries, nos entreprises, on a commencé à l'évoquer, ont des défis majeurs pour le futur. Une double transition à mener, une transition numérique, une transition environnementale dont on connaît tous aujourd'hui l'urgence. En France, nous diplômons 34 000 ingénieurs par an. Un ingénieur sur 4 est une femme et notre économie, la vitalité de notre économie, souffre d'une absence de 20 000 ingénieurs. Et les filles ont déserté les filières scientifiques et technologiques bien avant cette réforme du bac, et cette réforme du bac est venue en fait enfoncer un peu plus le clou. On ne réalise pas toujours en fait l'impact de cette réforme sur le marché de l'emploi et du recrutement, parce que cette réforme va venir impacter à minima pendant 4 ans ce marché du recrutement dont on a tant besoin, parce que nous avons besoin d'ingénieurs en décroissance, d'influenceurs du climat, de géo-ingénieurs, et qu'il faut permettre effectivement à ces filles, ces femmes, de pouvoir suivre ces filières et donc les inciter à y aller. Merci beaucoup pour vos réponses incisives et courtes. Vincent Rouex, les obstacles, pas seulement sociétaux, mais aussi des obstacles que vous voyez à la réussite des innovations dont on a parlé tout à l'instant. Au risque de me répéter, de répéter ce qui a été dit, le plus grand obstacle qu'on trouve aujourd'hui, c'est la formation. Le niveau de mathématiques en Europe de l'Ouest, si on compare aujourd'hui les batteries de population d'ingénieurs de l'Europe de l'Est qui servent les digital natives en direct, ils viennent d'un niveau, enfin d'une éducation où le niveau de maths n'a rien de comparable avec ce qu'on fait aussi, même si on a des champions et qu'on a la capacité à sortir bien sûr des médailles Fields. Mais je dirais que le niveau de maths est un sujet majeur. Alors aujourd'hui, la formation et l'attractivité, ça a été dit et c'est un élément important. L'innovation aujourd'hui avec les impacts sociétals qui viennent donner du sens au métier de l'informatique et du digital, là aussi ce sont des sujets majeurs
pour attirer bien sûr les éléments féminins, mais aussi attirer les meilleurs des écoles d'ingénieurs ou les meilleurs des universités dans des cursus digitaux. Donc ça, c'est des sujets qui doivent aujourd'hui porter notre développement et la transformation globale de l'économie, même si le mur de compétences et de demandes et de besoins qui est en face de nous est considérable et qu'il faudra trouver d'autres sujets. Et là aussi, l'innovation est un point important avec des sujets de low-code, no-code qui permet de repositionner et rebasculer des compétences plus industrialisées ou de services sur des sujets digitaux. Mais je pense que si, on risque de répéter ce qui a été dit, la loi Copé-Zimmermann n'a pas de sens si on ne va pas à la racine former des jeunes femmes et former plus de collaborateurs et d'ingénieurs aux mathématiques qui resteront demain, pour faire de l'IA en particulier, le sujet majeur de l'économie. Merci beaucoup. Adam Cohen, quels sont les obstacles principaux pour que cette technologie devienne réussie? Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais je vais me concentrer sur deux obstacles. Donc, il y en a un dont on a parlé, c'est l'inclusion. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces technologies soient disponibles et accessibles à tout le monde dans nos sociétés et dans nos économies? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question d'une technologie pour tous. Oui, ça fonctionne pour tout le monde et essayer de comprendre comment l'adopter. Non, il faut créer les conditions où les gens pensent que ces technologies sont réellement accessibles et peuvent être utilisées, que ces outils sont là et servent leurs objectifs. Donc là, la chose fondamentale, c'est l'éducation, et l'éducation à tous les niveaux. On a parlé de l'éducation mathématique, surtout pour les groupes sous-représentés, pour les femmes, pour les minorités. Mais il faut également songer à l'éducation des personnes plus âgées. Les gens qui ne savent pas utiliser les technologies, qui s'inquiètent de savoir s'ils vont pouvoir retirer de l'argent des distributeurs automatiques. Ce sont des choses importantes et il faut les prendre en compte. Et l'autre défi que je soulignerai, c'est le défi écologique. Nos technologies ont besoin de beaucoup d'énergie. Et bon, on peut avoir de l'énergie durable, verte, il s'agit de mots à la mode, mais c'est critique qu'on décarbone l'économie. Et Google joue son rôle. Google est neutre en carbone depuis 2007. Donc ça veut dire qu'il y a des compensations pour les carbones qu'on utilise dans nos centres de données. On a mis en place beaucoup de compensations, on a créé beaucoup de compensations et tout le carbone tout le carbone utilisé dans l'histoire de l'entreprise, mais cela ne suffit pas. Donc notre engagement, c'est qu'avant 2030, nous allons décarboniser toutes nos opérations, nous allons devenir verts, nous allons utiliser les énergies renouvelables à travers tous les produits et services. Et il faut un engagement, pas seulement chez Google, mais chez les autres. Qui seront nos partenaires? Qui sont les gouvernements qui vont utiliser les outils, les IA qui vont vous permettre d'utiliser des centres de données plus verts? Comment est-ce qu'on peut déployer tous ces outils dans l'écologisation de nos pays? Mais pour rendre le panel un peu plus vivant, j'ai remarqué un petit clignement d'œil. Non, je réagis toujours à la démarche neutralité carbone, qui pour moi n'est pas du tout l'indicateur, puisque c'est l'indicateur qui permet aux sociétés les plus riches d'aller acheter des forêts en Afrique ou en Asie pour compenser leur consommation. Donc je trouve qu'on devrait arrêter de communiquer sur ce sujet, puisqu'il est typiquement un sujet qui ne répond pas au problème, et en tout cas qui ne traite pas le problème à sa racine, qui est un sujet majeur. Merci, merci. Non, et en fait, j'allais rebondir sur ce sujet. Alors, vous trouvez aujourd'hui, bien sûr, l'IA, les technologies, ça peut beaucoup aider, mais je pense qu'il y a un besoin urgent de balayer devant nos portes à tous. Les émissions liées à la technologie, c'est quelques points aujourd'hui, c'est plus que l'aérien, et ça croît de façon complètement exponentielle. Et là-dessus, il y a quand même quelque chose de fondamental à faire. Alors, c'est très bien de compenser, mais il faut aller largement au-delà. Et cet aller au-delà, c'est sortir d'une culture vorace de la data. Avec le big data, on a toujours fait des algos avec plus de couches d'optimisation, plus de données, plus de tout, on va toujours plus loin. On est à la limite de la situation
parfois où quand on commande et qu'on fait des recherches sur des billets d'avion, on a une empreinte carbone qui peut commencer à ressembler à celle d'un voyage en avion. Et là, je pense qu'il y a un changement de mentalité à faire qui est à tous les niveaux. Bien sûr, au niveau des boîtes de technologie, et là, il y a des labels qui se créent, il y a des façons de travailler qui sont différentes. Il faut arrêter la course à l'échalote. Aujourd'hui, on peut avoir des traitements, des logiciels qui font de l'analyse en langage naturel qui vont être à 97-98% de performance avec une consommation énergétique qui est 8 fois moindre. Donc, il faut s'arrêter. Il faut aussi arrêter, je pense, dans nos comportements personnels. Parce qu'aujourd'hui, les avions, les voitures, chacun a un peu conscience de ce qu'il fait. On arbitre quand on achète sur les empreintes écologiques parce qu'il y a des coûts qui sont attachés. Un ordinateur, tous nos équipements numériques, on ne passe pas à la pompe à essence, on ne sait pas combien ça coûte. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, notre comportement numérique, c'est l'équivalent d'aller chercher nos enfants à l'école avec un semi-remorque, la clim à fond et les fenêtres ouvertes. Et là, il y a aussi quelque chose qui doit changer au niveau de non-comportement, pas seulement des efforts qui sont faits par les entreprises de technologie. Après, je vois un autre sujet vraiment très important que tu as commencé à aborder, c'est la confiance. L'IA fait peur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un tiers des salariés de l'OCDE qui pensent que dans 5 ans, ils sont au chômage parce que leur job est automatisé. Un tiers des salariés de l'OCDE qui se dit dans 5 ans, moi, mon job existera, mais comme il faut comprendre l'IA, je serai au chômage parce que j'y comprends rien, la formation. Et donc, IA, pour 2 tiers des gens, c'est chômage. Sans parler de toutes les dystopies, Matrix, Terminator, Odyssée de Lien de l'espace, les robots qui vont tout faire, sans parler de la transparence des algos. En ce moment, c'est la période Parcoursup en France. Oh là là, l'algo, qu'est-ce qu'il a décidé? Afnet, bon. Et je pense que là-dessus, on commence à avoir un bruit de fond qui est assez négatif. Et à un moment donné, si ce bruit de fond devient trop négatif, on ne va plus pouvoir innover et on va perdre ce qu'on peut gagner sur le climat, la santé, l'éducation, la chaîne alimentaire, etc. Et je pense qu'il y a à rebâtir de la confiance avec plus de responsabilité de la part des acteurs de l'IA, une meilleure compréhension de ce que c'est, parce que sans cette confiance dans l'opinion publique et dans les utilisateurs, on va être coincé au niveau de l'innovation. Merci beaucoup, Sylvain. Je crois qu'il y a une question. Alors, je vais vous donner la parole pour le troisième round de questions, c'est que faire? Des solutions que vous envisagez. Mais avant ça, il y a quand même, j'aimerais qu'on règle un problème. Vous l'avez souligné, Vincent Wex, avec la question, dans la discussion que vous avez avec Adam Cohen, sur la question de neutralité carbone versus autre chose, une alternative à la compensation, pour aller vraiment de l'avant. Mais moi, je vois, si vous voulez, dans l'IA, qui n'est pas dû à l'IA elle-même, mais qui est dû à la structuration de la transformation de la mondialisation. Ce que j'observe en tant que chercheur sur ces questions-là, c'est qu'on observe une relocalisation, une recomposition des chaînes de valeur, en partie grâce au numérique et à la robotisation, parce que les écarts de coûts salariaux unitaires entre les émergents et les pays de l'OCDE se rapprochent, se diminuent énormément. Donc, vu que les coûts de transport augmentent et que les coûts d'émissions carbone augmentent, délocaliser en Chine n'a plus aucun intérêt. Donc on va relocaliser l'industrie. J'y crois depuis très longtemps. C'est un de mes thèmes favoris. Je pense en même temps qu'on assiste à une explosion de l'hypermondialisation des services. Donc on a un mouvement contradictoire. On n'a pas de démondialisation parce que si on voulait parler de mondialisation, il faut regarder l'ensemble des composants de la mondialisation. Moi j'observe ce mouvement contradictoire. L'industrie revient, les services s'en vont. Mais pas seulement les services peu qualifiés, les services dont on a parlé qui sont très largement liés à la qualification. Donc en termes d'émissions carbone, il y a un conflit d'usage entre le développement des technologies numériques. Y a-t-il un conflit d'usage? Un conflit aussi sur les politiques et les impératifs de lutte contre le changement climatique. C'est la question que j'aimerais vous poser. Plus globalement sur l'approche, en fait, je pense qu'il faut être capable, dans nos différents modèles aujourd'hui, d'être capable de renier sur sa rentabilité pour retravailler en fait sur ce qu'on appelle des modèles régénératifs. Et donc relocaliser finalement des industries chez nous, oui, mais pas pareil, c'est-à-dire qu'il faut le faire différemment. Il faut être capable d'innover mieux avec moins, parce que si c'est pour refaire la même chose, ça n'a aucun intérêt, on aura juste gagné effectivement la trace carbone sur le transport, mais l'impact in fine du produit qu'on utilisera sera exactement le même. Donc je pense que le sujet, c'est plutôt d'intégrer le fait qu'on ne peut plus, absolument plus, travailler comme on le faisait,
et que toutes nos entreprises, je vois d'ailleurs Brice Rocher au premier rang, entreprise à mission, qui a fait tout un travail considérable également sur ce sujet. Et donc, c'est de travailler sur ces modèles régénératifs pour finalement participer à cette transition environnementale, in fine renier sur sa renta, mais demain être le gagnant de cette conquête. Merci beaucoup. Vincent. Oui, clairement, la relocalisation ne se fera pas sans la numérisation, la digitalisation, on est clair. Par contre, nous on constate la même chose dans le métier de service, la délocalisation, que ce soit des grandes métropoles vers la région, qu'on trouve très bien en France, mais aussi vers d'autres contrées à plus faible coût, est une vraie réalité et qu'on voit avec une amplitude qui est aujourd'hui significative et qui vient perturber les modèles. Après, ça pose d'autres problèmes, d'ubérisation de l'emploi même qualifié, puisque quand on va chercher des compétences dans des contrées à faible coût, on a une compétition qui est différente. Ça pose aussi des problèmes d'affectio societatis, capable de construire, une continuité dans les sociétés, dans les missions que nous pratiquons, et à terme, certainement des problèmes fiscaux, de taxes qui seront à résoudre. Mais on voit clairement cet impact et cet effet qu'on voit dans toutes les équipes, que ce soit en Europe de l'Est, en Afrique ou en Amérique latine, avec des délocalisations d'emplois qualifiés de services. Merci. Adam Cohen. C'est difficile d'être définitif sur les phénomènes que nous observons à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses que l'on peut observer et certaines choses que nous avions prédites. Est-ce que le rythme de la numérisation allait conduire à la chute des supply chains? Ça s'est produit dans une certaine mesure, mais ce qui est intéressant, c'est que les supply chains traditionnelles peuvent cohabiter, en fait. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez acheter un matelas aujourd'hui. Autrefois, vous alliez, le matelas était fabriqué, il était distribué chez un grossiste, qui l'envoyait à un détaillant, puis en fait, il le vendait aux consommateurs. Aujourd'hui, ils vendent les matelas directement aux consommateurs. Ça augmente la transparence et le choix pour les consommer, son efficience dans l'économie. On voit d'autres exemples de supply chain dans les compagnies aériennes, où les consommateurs maintenant peuvent faire des transactions directement avec les lignes aériennes, mais ils utilisent des intermédiaires qui peuvent leur permettre de comparer les prix, de comparer différents attributs, donc les classements en ligne, l'aéroport le plus pratique, d'autres caractéristiques. Donc je pense que ces choses peuvent coexister, elles peuvent. Mais lorsqu'on en vient également à cette question de la numérisation, est-ce que ça veut dire pour le onshoring, la globalisation, la déglobalisation, on peut bien sûr avoir des outils très puissants, mettre des outils puissants entre les mains des gens, n'importe où ils se trouvent. Vous n'avez plus besoin d'être dans les grands centres économiques, c'est fini, pour utiliser une technologie numérique transformative. Vous n'avez plus besoin d'être une grosse entreprise avec un fort capital pour adopter ceci. Et l'avantage de l'utilisation de ces technologies, c'est que vous allez avoir plus d'expérience et plus d'expertise. Non seulement vous consommez quelque chose qui est produit à l'étranger, mais si vous utilisez de la maintenance automobile, si vous faites de l'open source, des outils de l'open source d'intelligence artificielle, donc vous allez en faire vos services, vos outils, et vous allez les rendre très locaux et uniques à la façon dont vous voulez faire tourner vos activités ou être en interaction avec le consommateur. Vous avez beaucoup de contrôle dans cet environnement. Sylvain. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Angélique, parce que je résonne beaucoup avec ce que tu as dit, parce que ça revient sur ce sujet de l'innovation en rupture ou pas, et ça revient aussi sur une notion importante qui est une notion de courage, je pense. Sur l'innovation en rupture, si on a des technologies qui nous permettent chaque année de gagner un demi-point de productivité en usine, on ne ramènera pas l'appareil industriel en Europe, il restera en Chine. Si on veut ramener l'appareil industriel en Europe, il faut qu'on aille chercher de la rupture, 30, 40, 50% de gains, des usines complètement différentes, et là, pourra se faire la décision de rapatrier en Europe. Et donc ça, c'est la rupture, et ça m'amène à mon autre sujet, qui est que tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut être prêt pendant un moment donné au moins de sacrifier de la rentabilité. Ce que je crois, c'est qu'avec le monde assez incertain dans lequel on opère, il y a un changement de logiciel managérial à faire. Il y a un mot très important aujourd'hui dans toutes les entreprises qui est il faut dérisquer, et plus le monde est incertain, plus il faut dérisquer et donc prendre des paris modérés, équilibrer les portefeuilles d'activité, etc.
Vous avez beaucoup de consultants d'ailleurs qui proposent à des entreprises de dire écoutez, voilà, on va regarder à quoi le monde pourrait ressembler dans 20 ans. Il y a plusieurs scénarios possibles. Et puis après, pour chacun de ces scénarios, on va voir ce qu'il faudrait faire. Et ce qu'on doit faire dans tous les scénarios, une espèce de plus grand commun diviseur des scénarios, ça, on va le faire parce qu'on est sûr que c'est les fameux no regret move. Donc, faisons des no regret move. Et je pense que dans le monde incertain dans lequel on a besoin du contraire des no regret move. Je pense qu'on a besoin de grands paris industriels dont certains ne réussiront pas. Et je pense que les entreprises qui gagneront, ce sont celles qui auront fait des grands paris autour de la technologie, autour de vraies ruptures. Et c'est quelque chose qui demande un grand changement d'état d'esprit par rapport à la façon dont les marchés financiers, les conseils d'administration, les dirigeants raisonnent dans une certaine mesure. Et il y a une période que j'aime beaucoup, c'est la fin du 19e siècle, où en fait s'est créée l'économie moderne, le charbon, la métallurgie, le chemin de fer, la banque, etc. Et on a vu des grandes entreprises, des grands empires se faire sur des paris d'entrepreneurs, d'ingénieurs, d'industriels qui pariaient sur de l'innovation. Et je pense que les entreprises qui vont gagner, c'est celles qui seront capables de refaire ce type de pari. Et on ne peut plus être dans le no regret move. Il faut aller chercher des choses de conviction auxquelles on croit, derrière lesquelles on est prêt à mettre vraiment des moyens. Les Américains disent on va parier la ferme sur quelque chose. Oui, dans certains cas, ça veut dire parier la ferme. Dans certains cas, ça marchera. Dans d'autres, ça ne marchera pas. Mais je pense qu'on va revenir vers ça. Alors, c'est ce que font bien sûr toutes les startups aujourd'hui, avec le défi d'arriver à passer à l'échelle aujourd'hui, qui est très difficile pour les startups. À un moment donné, je pense que les grandes entreprises, c'est aussi de leur responsabilité d'avoir le courage de prendre des risques. Et c'est ces risques qui amèneront l'innovation. Merci, merci Sylvain. En fait, tu as commencé déjà à aborder les solutions, qui est la troisième question que je vous pose, mais probablement qu'on va revenir sur ces questions d'entreprise de mission, mais pas seulement, ça peut être aussi des solutions en termes de politique publique. Alors maintenant, qui veut prendre la parole sur la troisième question? Solution, que faire? Alors, je ne pense pas que la solution puisse venir des politiques publiques, au contraire même. Même si... voilà une réponse honnête. Une réponse honnête, même si notre PM, Elisabeth Borne, nous le disait sur la session précédente, notamment lorsqu'elle disait le savoir réduit les inégalités, l'éducation nationale ne pourra pas faire toute seule. Eh bien, c'est pourquoi nous avons créé Systémique, pour susciter une nouvelle génération de talents féminins dans les STEM. Nous avons constaté plusieurs symptômes chez les filles, chez les jeunes femmes, des stéréotypes ancrés, genrés, un faible intérêt pour les STEM, et en fait nos études montrent qu'à partir de 12 ans, les filles se détournent des sciences. Donc pour les parents qui sont dans les salles, c'est la classe de 5e, et donc il faut être vigilant à ce moment-là et donner les bons conseils. C'est aussi un manque d'expérience, de cas d'expérience pratique dans les STEM, et donc on a décidé d'agir. Donc c'est pour ça que je pense que, en tous les cas, je crois en la responsabilité individuelle et donc à l'initiative privée pour changer les choses. Alors comment nous agissons chez Systémique? Nous avons créé un écosystème inédit d'inspiration, de formation, de recrutement, de mise en réseau et d'accompagnement pour favoriser les liens entre les jeunes filles, leurs parents, les enseignants, les acteurs économiques et les recruteurs. Et d'ailleurs, je me permets un remerciement, puisque nous comptons plusieurs partenaires aujourd'hui, et il s'avère qu'Inetom, et c'est un hasard total que nous intervenons tous les deux ensemble aujourd'hui, Inetom est le premier partenaire de Systémique. Donc, monsieur, merci pour vos convictions, et merci pour votre action à nos côtés. Merci beaucoup. Alors, merci, mais je prendrai le contre-pied. Moi, je crois beaucoup au rôle du politique. Le rôle du politique aujourd'hui. Voilà un débat intéressant. Oui, puisque nous avons, bien sûr, des initiatives sur la formation, des partenariats avec des écoles, mais face aux enjeux, je pense que le rôle du politique est fondamental, non pas dans la manière dont il l'opère aujourd'hui. Il faut être sur l'éducation beaucoup plus stricte, la formation en mathématiques, la rémunération des professeurs, l'orientation des filières. Aiguiller sur l'employabilité des formations Bac+3, Bac+5 de façon un peu plus coercitive pour aller sur les métiers dont on a besoin demain, là c'est un rôle majeur. Sur le rôle économique, clairement
positionnement de réglementation qui vont faciliter la fluidité. Et là, je crois qu'on se trompe aujourd'hui quand on parle de réglementation ou de régulation. On impose des normes, et ça a été dit ce matin, et je partage à 200%, ces normes qui, en finale, sont des handicaps pour les sociétés les plus petites. C'est un peu comme le rugby, quand l'arbitre est trop strict et qu'il ne laisse pas le jeu se dérouler, c'est le plus gros pack qui gagne. Et bien, c'est la même chose aujourd'hui avec les réglementations telles qu'elles sont élaborées. On parlait du RGPD, ça n'impacte pas beaucoup les grands acteurs. Par contre, ça pose un cadre handicapant majeur pour les petits acteurs, pour leur développement. Et donc, le rôle du politique, c'est dit, ce n'est pas de suivre l'économique, mais c'est de précéder l'économique en créant les conditions de la fluidité, créant les conditions de la concurrence, pour éviter que les initiatives, les start-up ou les initiatives de création soient tuées parce qu'elles sont achetées à vil prix ou à des prix monstrueux par les grands acteurs. Et donc là, le rôle du politique, pour moi, est un élément majeur qu'il faut reconcevoir dans cette vision. Donc l'initiative privée, on est les premiers à le faire, mais ça ne suffira pas face aux enjeux. Merci beaucoup. Adam Cohen. I think that L'environnement politique est très important, j'en conviens, mais comme je l'ai dit précédemment, ce qui est certainement plus important ici, c'est que les entreprises, les citoyens, les gouvernements doivent travailler ensemble pour réfléchir aux réponses aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Les politiques peuvent déployer, mise en œuvre, qui devraient être aidées. Mais réfléchir à l'environnement dans lequel nous sommes. Nous avons un choc de l'énergétique qui a des effets sur nos économies de l'eau à cause de l'inflation. Qu'est-ce que ça peut faire pour augmenter nos résiliences énergétiques? Je pense qu'il y a un rôle pour les politiques. Ici, j'étais en Californie il y a quelques semaines et ils ont passé une décret que toute personne qui fait du travail dans le bâtiment, si vous modifiez un bâtiment ou construisez un nouveau bâtiment, vous devez avoir des panneaux solaires sur le toit. Non, réfléchissez à ce que ça peut faire à un État où le soleil, en Californie comme ici. Si tout le monde a des panneaux solaires sur le toit, qu'est-ce que ça va faire à l'indépendance énergétique et la résilience énergétique? Je pense que nous devons chercher ce type de solution. Il y a une discussion sur l'intelligence artificielle, les robots, ce que ça veut dire pour l'emploi. Ceci va créer beaucoup d'inquiétudes, c'est clair, mais on doit être conscient des applications et de ces inquiétudes et bien y réfléchir. Mais également, nous avons des pénuries de main-d'œuvre. Et donc, si simplement nous nous focalisons sur le fait que ces nouvelles technologies pourraient entraîner des déplacements ou des destructions de la main-d'œuvre, un autre problème, c'est comment allons trouver les gens pour faire le travail. Je ne vais peut-être pas en rajouter sur le rôle du politique ou pas. Moi, je crois qu'il y a un rôle. Il n'est pas complet, bien sûr, mais je crois qu'il y a un rôle. Alors, parfois, il y a peut-être un peu d'excès. Moi, j'ai commencé ma carrière en travaillant sur le véhicule électrique en 1993 et tout le monde bruissait parce qu'en Californie, une loi avait été votée qui disait qu'à partir de 2005, seuls des véhicules zéro émission auraient le droit de rouler en Californie, en 2005. Donc, le politique fait avancer les choses. On le voit par exemple sur le déploiement de tout ce qui est renouvelable. C'est une des technologies pour lesquelles la vitesse de déploiement a été bien au-delà des espérances de tous. Et ça, je pense que c'est lié à l'action publique. Donc moi, je voulais revenir sur un sujet au-delà de la formation qui est critique. C'est tout le sujet de confiance sur lequel, là, je pense que c'est en jouant à tous les niveaux qu'on peut arriver à progresser là-dessus. Alors, le politique a son rôle. Il y a des réglementations qui se mettent en place. Bien sûr, la réglementation européenne. Il y a aussi, au niveau des acteurs, une prise de conscience de recréer cette confiance avec s'assurer que tout ce qui est fait en IA est assez responsable. Alors, il y a des labels qui se créent ici ou là pour essayer d'aller un petit peu plus vite que la réglementation. Et puis un label, ça peut donner plus confiance à des consommateurs ou des utilisateurs que des réglementations qui sont toujours dures à comprendre. Donc cette notion de confiance, moi, me paraît extrêmement importante. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas sombrer dans toujours un discours trop négatif sur l'IA qui nous fait un peu rater la poix pour l'ombre. Maintenant, les acteurs, on a parlé de tout ce qui touchait le climat, il y a besoin aussi d'arrêter la complaisance. Et si on a interviewé plus de 2000 entreprises l'an dernier sur ces sujets d'IA responsable, etc. Et pour l'immense majorité des entreprises, plus de 90%, oui, c'est sûr, c'est juré, l'IA responsable, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on a commencé, on a bien avancé, ce qui est très bien. Maintenant, quand on regarde la façon dont les entreprises ont avancé, il y a à peu près 40% des entreprises qui, lorsqu'elles se situent sur à quel point elles sont responsables ou pas, ont à peu près raison. Puis après, vous avez 5% des entreprises
qui se sous-estiment. En fait, elles font mieux que ce qu'elles pensent. Mais il y a 55% des entreprises qui sont persuadées qu'elles font très bien en matière d'IA responsable, alors qu'en fait, elles ont encore beaucoup de choses à faire. Et donc là, c'est des sujets sur lesquels je pense que la complaisance n'est pas permise, parce que c'est vraiment important, et être dans de l'IA responsable, c'est pas seulement avoir un comité IA responsable, c'est être capable de vérifier si les algorithmes sont biaisés ou sont pas biaisés, c'est savoir décider quand est-ce qu'un algorithme est testé ou pas testé et bon pour l'emploi. Un avion ou une automobile, il y a des crash tests, il y a des choses qui sont faites qui font que lorsque vous prenez l'avion, quelqu'un qui n'était pas le constructeur de l'avion vous garantit que l'avion est fiable ou la voiture est fiable. On n'en est pas du tout là en IA. Et aujourd'hui, comment est-ce que c'est testé? Quand est-ce qu'on considère que c'est suffisamment testé? Est-ce qu'on mesure ou pas la dérive dans le temps de certains algorithmes? Tous ces sujets, donc le verre, la discrimination, c'est des sujets qui ne sont pas encore suffisamment pris en compte. Et là, il y a urgence pour recréer de la confiance avec le public. Oui, je vais peut-être finir avec une chose quand même qui a été importante pour moi, qui quand même passe ma vie sur ces sujets d'IA. C'est une étude qu'on a faite avec le MIT. Donc là, une rigueur scientifique indiscutable. Bien sûr, l'IA fait peur, on en a parlé dans les entreprises, etc. Mais preuve à l'appui, si j'ose dire, avec des enquêtes à grande échelle faites par le MIT, quand on déploie une IA dans une entreprise, l'équipe qui reçoit l'IA, dans plus de 80% des cas, on note une amélioration du moral des équipes. Parce qu'en fait, c'est moderne, ça m'aide, ça fait une partie des tâches qui étaient pénibles à faire, j'améliore ma sécurité, j'élargis mon champ d'intervention. Et donc voilà, je pense qu'on parle beaucoup des craintes associées à l'IA. Quand elle arrive dans les entreprises, dans la très grande majorité des cas, les équipes ont meilleur moral. Merci beaucoup. Alors, il reste 3 minutes. Une question. Voilà, ici, puis ici. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît, vite, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Merci pour vos solutions. Je pouvais en donner aussi, mais je vais me taire. Et je vais laisser la parole à la salle. Oui. Je rebondis sur les propos qui viennent d'être tenus à propos du vieillissement des algorithmes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Parce que moi, naïf, toute chose égale par ailleurs, s'il y a bien un truc qui calcule hier comme demain, c'est une équation. Oui. Merci. Attends, une seconde, on prend juste la dernière question. Là, on va en prendre 2. Pardon pour la frustration, mais on n'a qu'1 heure. Donc, oui, allez-y, monsieur, là. Merci. Je voulais revenir sur 3 affirmations qui ont été faites. La première, c'est qu'il existe aujourd'hui dans les programmes européens, et en particulier les programmes Clean Sky, des convergences, enfin des groupements qui se font avec des compétences extrêmement larges qui vont de la chimie jusqu'à des essais en vol, dans le même consortium. La deuxième chose, c'est, vous avez dit, monsieur, qu'on ne voyait pas les évolutions qui se font dans des industries type l'aéronautique. Nous venons de terminer un projet européen qui a pour objectif de réaliser des revêtements anti-contamination d'insectes. On a fait des essais en vol. On va en faire pendant 6 mois sur un A320 belge. Et je peux vous dire que ça ne sortira en production que dans plus de 5 ans. D'accord? Troisième chose, je voulais parler de la digitalisation et des connaissances qu'un pauvre ingénieur a. Aujourd'hui, on est incapable, je dis bien incapable, de se passer des essais, y compris dans des situations où finalement tout paraît quelque chose de totalement clair, net, etc. Je parle par exemple des vibrations d'un avion. On est infoutu aujourd'hui d'avoir un schéma digital des vibrations d'un avion, infoutu. Et on est obligé aujourd'hui de faire encore une fois des essais. Merci, monsieur. Donc, je vous laisse répondre aux 2 questions très brièvement. Très rapidement. On a 1 minute. Le monde physique existe encore, il est très important, il n'est pas capturé par le digital, je suis 100% d'accord. 1 seconde sur la question sur le vieillissement des algos. Un algorithme qui est une équation statique, il n'y a pas de problème de vieillissement. Sans entrer dans les détails techniques, les algorithmes auto-apprenants,
c'est des algorithmes qui peuvent dériver dans le temps. Merci. Dernier mot, chacun. Non, je suis en phase avec la réponse apportée. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ce débat qui était vraiment intéressant et bravo.